Bonjour, bienvenue sur la Web TV d'Etiquettes, la seconde vidéo, puisque la première portait sur l'école de l'excellence, qu'il est urgent de rétablir. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'homme érigé en Dieu. C'est le nouveau thème à la mode, jamais annoncé comme tel, comme vous pouvez vous en douter, mais qui n'en est pas moins appliqué. Donc, on va voir le discours de certains dirigeants inconnus du grand public, puisqu'il s'agit de magistrats, de juges, qui ont pris la parole en novembre 2014 au Palais du Luxembourg lors d'un colloque tout à fait public, dont je faisais partie, intitulé « La libre disposition de soi et de son corps notamment ». La libre disposition de soi organisée par le syndicat de la magistrature. Une personne devait venir, une sénatrice, qui n'est pas venue. Il s'agit de Cécile Cukierman, membre du Parti communiste, très neutre. Et je vais prendre la parole pour de remettre un peu les pendules à l'heure, parce que là, je pense que ça commence à prendre une tournure qui est quand même inquiétante. Alors, pourquoi précisément? Parce que il y a quand même une version qui a été donnée des grands sujets sociaux en 2013, qui a été donnée au grand public par la télévision et les journaux, que vous connaissez tous, qui est ce qu'elle est. Et il y a la version plus difficile d'accès, je vous l'accorde, dans certaines conférences, colloques, où il y avait peu de monde, il faut le dire, en pleine semaine, hors vacances, à des heures où tout le monde est au bureau, si vous voulez, en pleine journée, du matin au soir. Donc on était très peu nombreux. Et il n'y avait que des juges et des magistrats complètement déconnectés du réel. Vous allez leur juger par vous-même, d'après leurs propos, et ce que je vais essayer de mettre en lumière derrière. Des gens qui sont dans la confusion la plus totale, qui confondent tout avec tout, et qui vous entretiennent, vous aussi, par voie de fait, par les médias, dans la confusion aussi. Donc j'ai fini par me dire, si tout le monde est dans la confusion, y compris par les élites elles-mêmes qui prennent la parole, y compris par les médias qui sont eux-mêmes dans la confusion de propos qu'ils rapportent, qui sont eux-mêmes confus, comment y voir clair? Alors il vaudrait mieux que les professeurs prennent plus souvent la parole pour éclaircir un peu ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas aussi, parce que le discours que j'ai entendu relativement à huis clos dans ces institutions un peu confinées mais pourtant ouvertes au public, est complètement différent de ce que j'ai lu dans la presse, de ce que j'ai entendu à la radio, sur ces débats-là, ou sur ce que j'ai vu et entendu à la télévision. C'est non seulement un discours différent, mais c'est, je dirais même, l'extrême opposé. Or, ce sont ces gens, magistrats, juges, qui votent ces lois sans demander le consentement au peuple français, par référendum par exemple. Donc, il est quand même important, avant de porter des jugements hâtifs sur ces personnes-là, parce que c'est voté depuis maintenant presque 2 ans, de faire comprendre à ces gens-là à quoi ils adhèrent, parce que je ne suis pas sûre que ces gens-là qui votent pour nous aient compris ce à quoi ils adhèrent. Alors c'est tellement complexe que je vais délivrer ça en plusieurs vidéos, parce que c'est très long. Je ne vais peut-être pas tout prendre, mais en tout cas, si vous voulez l'intégralité de ce colloque, donnez-moi donc une adresse fabriquée à cet effet, par exemple, sous cette vidéo, et je vous envoie l'intégralité du discours pour ne pas être accusé d'avoir isolé une phrase d'un contexte que j'aurais déformé. Tous les propos se tiennent, c'est la suite logique du propos du début jusqu'à la fin, donc il n'y a aucune déformation de ce qui est dit. Puisque vous allez l'entendre, je l'ai enregistré, j'ai coupé les morceaux qui, à eux seuls, déjà sont problématiques. Coupé ou pas de la globalité du colloque. Donc, pas de réflexe hâtif, simplement éclairer, expliquer pour comprendre. Et informer, cultiver pour comprendre, sans quoi on ne comprendra jamais de quoi il s'agit. Il s'agit donc de libre disposition de soi, déjà qui est un intitulé très séduisant, on peut se demander de quoi il s'agit. Et ça attire du monde quand on est disponible. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qui est contre? Personne, on est tous pour la libre disposition de soi, bien évidemment. Le titre est très racoleur. Maintenant, il faut bien sûr voir que recouvre cette réalité. Qu'entendent-ils par là? Débat à huis clos, on devait être une vingtaine à tout casser, et ils étaient tous d'accord. Personne n'était en contradiction avec ce qui était dit, sauf moi. Donc débat, je vous laisse juge.
Et il prétend, donc écoutez-le. Il n'est pas acceptable que certains, aussi bruyants puissent-ils être, puissent museler le débat sur des questions aussi essentielles qui tiennent à l'égalité des droits pour tous. Vous avez entendu comme moi qu'il prétend qu'il n'est pas acceptable de museler le débat, puisque le syndicat de la magistrature prétendait ouvrir, élargir le débat. Et l'égalité des droits pour tous étant le débat qui n'a pas été débattu. Enfin, je n'ai pas vu de français ou de référendum circuler là-dessus. Et l'égalité des droits pour tous, le mot, la formule qu'on nous a rebattue dans les informations, n'a pas de sens. L'égalité des droits, qu'est-ce que c'est concrètement? Par rapport à quoi? Face à quoi? L'égalité face à la loi, on est tous pour. L'égalité face à la loi, pourquoi faire? Là, il vient y avoir des désaccords. On peut dire que les êtres humains sont égaux devant la loi. Oui, c'est pas choquant. Si on vous dit au nom de l'égalité, eh bien, le poisson est égal à l'oiseau, c'est faux. Non, le poisson a des écailles, l'oiseau a des plumes. Alors si on veut se soucier d'égalité, il ne faut pas parler d'égalité, mais plutôt d'égalité de rapport devant quelque chose, devant ce qui est comparable. Une égalité, c'est entre deux choses comparables, ou trois ou quatre ou cinq comparables. Par exemple, on ne dira pas l'oiseau est égal au poisson, ça n'a aucun sens, c'est ce que fait le gouvernement actuel. On dira les plumes sont à l'oiseau ce que les écailles sont au poisson. Ça s'appelle une identité de rapport, et non pas une égalité stricte comme on le prône en politique aujourd'hui. C'est une première confusion. Donc ici, l'égalité de l'homme et de la femme, encore que je parlerai plutôt de complémentarité, mais l'égalité devant la loi, d'accord. L'égalité devant la loi pour se marier, oui, je demande le contexte. L'égalité, que ce soit des couples de même sexe ou pas, pour se marier, attention. Là déjà, stop. On ne parle pas de la même chose. Ça n'est pas comparable. Ça n'est pas la question directement abordée dans cette vidéo, mais en tout cas, dans ce colloque, il en est question. On va très vite aborder la question de façon assez surprenante, puisqu'on n'était pas censé en parler. Ça viendra dans quelques instants, dans quelques minutes. Donc, je commence d'abord par dire, avant de me prononcer sur ces questions-là, déjà, on confond égalité avec l'égalité dans un rapport à, entre des termes ou des individus qui doivent être dans une situation comparable. Ça n'est pas le cas ici. Le pour tous, c'est déjà la confusion annoncée. Le pour tous gomme toutes les différences. Non, dans des situations différentes. Ça change absolument la donne. C'est le cas par cas qui doit faire office de loi pour le droit, et non pas un droit pour tout le monde dans toutes les situations, quelle que soit la situation. En droit, ça s'appelle la jurisprudence. Égalité selon les cas, dans tel rapport, pas dans des situations qui n'ont rien à voir entre elles. Je pense avoir été clair, je poursuis. Donc, il est dit ici, clairement, qu'il y a une sorte de subjectivité qui règne, qu'on appelle en philosophie le relativisme. Ça veut dire, comme le disait le philosophe Protagoras dans l'Antiquité grecque, l'homme est la mesure de toute chose. Ça a été le début de l'ego qui consiste à dire qu'il n'y a aucune norme à part mon désir. Je décide, je suis roi. L'inacceptable, la limite, pour le syndicat de la magistrature, donc, n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'elle clôture tout débat. C'est l'argument phare de cette idéologie, au nom de cette idée-là. Toute limite, quelle qu'elle soit, toute limite, quelle qu'elle soit, n'existe pas car elle clôture le débat. Et l'ouverture d'esprit, en gros, la conséquence, ce serait qu'il faut tout accepter. Ça, c'est ouvert. Alors effectivement, s'il n'y a plus aucun interdit dans le monde, c'est l'ouverture totale. Oui, physiquement parlant, c'est l'ouverture. Mais l'ouverture à quoi? C'est ça qui est intéressant. L'ouverture en soi ne veut rien dire. C'est l'ouverture à quoi? Donc, alors, l'ouverture, c'est quoi? Nous pensons qu'il est indispensable de pouvoir interroger des principes, aussi essentiels soient-ils, que la question de la non-patrimonialité du corps humain, que la question du respect de la dignité de la personne humaine, que la question de l'indisponibilité de l'état des personnes, qui sont souvent aujourd'hui évoquées pour clore le débat, sans qu'on puisse aller plus loin sur des questions essentielles comme la GPA, la fin de vie, la prostitution, le changement de sexe.
pouvoir changer de sexe, se prostituer, interdire la prostitution donc, se poser la question de la dignité de la personne humaine, le droit de vouloir être assisté dans un suicide, le droit de porter un enfant pour les autres, la GPA, le droit de changer de sexe, c'est faire comme si le complément d'objet direct n'existait pas. Le droit de quoi? Changer de sexe, pourquoi? Dans quelle situation? Est-ce que c'est une personne qui est mal dans sa peau? Est-ce que c'est une personne dont le sexe a été refusé plus ou moins à la naissance par les parents qui voulaient un enfant de l'autre sexe? Est-ce que c'est quelqu'un, un homme qui ne veut pas ressembler à son père, qui inconsciemment d'ailleurs le déteste? Est-ce que c'est une femme qui déteste sa mère, qui ne veut pas lui ressembler et qui ne veut pas porter le même sexe qu'elle? Est-ce qu'on est libre quand on change de sexe et qu'on ne sait pas pourquoi on en change, mais qu'on sait une seule chose, c'est qu'on est mal dans sa peau? Est-ce qu'on est libre de dire démerde-toi, t'es libre? Ou est-ce qu'on est plutôt libre en disant faites un travail sur vous minimum, voyez un psy pour voir pourquoi vous voulez changer de sexe? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que vous serez plus heureux après? Est-ce que vous savez à quoi vous vous engagez? Est-ce que vous savez que c'est irrémédiable? Une fois que vous en avez changé, aucun retour en arrière n'est possible. Est-ce que c'est pas ça les vrais débats? Pourquoi? Est-ce que quand on se prostitue, on est libre? Certaines vous diront je le fais parce que j'ai pas de diplôme. D'autres faute de choix. D'autres vous diront je sais pas, je le fais parce que j'ai plus le choix, parce que je peux plus revenir en arrière, parce que j'ai un macro qui me menace si j'arrête. C'est ça la liberté? La liberté, c'est la liberté d'un choix pluriel. La liberté de dire je baisse les bras, j'ai que cette solution devant moi et tant pis, j'assume. Est-ce que c'est une liberté ça? Moi je ne dis rien, mais je dis qu'on doit se poser la question. Là, dans ce débat du syndicat de la magistrature qui décide aussi des orientations des politiques actuelles sans nous, sous-entend clairement la chose. Alors ici, le syndicat de la magistrature dit qu'il n'y a pas de limite à l'ouverture d'esprit. Comment ne pas voir quand même la démagogie de cette position dans la mesure où l'ouverture d'esprit, alors dans ce cas-là, si on va par là, peut tolérer le meurtre? Qu'est-ce qui va faire barrage à l'interdit de tuer l'autre? Si au nom de l'ouverture d'esprit, il faut tout débattre, que tout se discute, qu'il n'y a pas forcément des interdits, je ne vois pas qu'est-ce qui limite le droit de chacun de tuer son voisin. C'est l'ouverture. Et celui qui dira il ne le faut pas, je lui souhaite bonne chance de démontrer pourquoi il ne faut pas tuer dans ce cas-là. Hein? C'est une limite, c'est chrétien, c'est du christianisme. Je ne sais pas vous, mais moi je m'inquiète quand même de la santé d'une société pareille. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi le syndicat de la magistrature s'intéresse à ces questions et quelle légitimité il peut avoir à s'intéresser à ces questions. Eh bien, c'est tout simplement parce que le syndicat de la magistrature, composé évidemment de magistrats, et lesquels magistrats sont confrontés au quotidien à ces questions et sont confrontés à des situations concrètes où des intérêts divergents ou des principes vont entrer en collision. Les magistrats disent qu'il n'est pas question de leur légitimité ici, croyant faire office de nobles principes, mais de magistrats qui, eux, sont confrontés au vécu, au quotidien. Sous-entendu, leurs détracteurs, tous ceux qui ne sont pas d'accord, ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne sont pas sur le terrain. Mais est-ce qu'il est question de terrain ici? Est-ce qu'il n'est pas question plutôt de bon sens? Est-ce que le bon sens doit se voir opposer à chaque fois le vécu? Alors c'est quoi le vécu? C'est quoi le terrain? Ce sont des gens qui disent je veux changer de sexe, je fais ce que je veux? En quoi ça vous dérange? Je ne vous dérange pas, vous faites ce que vous voulez vous, moi ça me regarde? C'est ça le terrain? C'est juste accepter les choses telles qu'elles sont, même si c'est problématique. On s'en lave les mains et démerdez-vous. C'est ça la liberté, c'est débrouillez-vous, ça vous regarde. Donc si moi je suis désespérée, si on est de plus en plus de désespérés à cause de la crise économique, à cause de je ne sais quoi, d'une maladie, ou si on est presque tous désespérés, eh bien on va tous se suicider et on va tous regarder comme ça les autres se suicider parce que c'est leur liberté, ils font ce qu'ils veulent. Ça les regarde. Ah non, 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 moi je les réconforte pas, ils se débrouillent. Ça ne me regarde pas. Alors on va les regarder se suicider, pourquoi pas en faire un spectacle, peut-être que c'est une façon de se faire de l'argent aussi. On peut supposer qu'on va se faire de l'argent, parce que le suicide des autres sera un spectacle, c'est leur liberté. Au nom de la démocratie. Je ne sais pas, je n'ai pas cette conception de la démocratie personnellement, le dictionnaire ne la définit pas comme ça non plus. Alors qu'est-ce que c'est que le terrain? C'est la GPA,
est-il dit, un souci d'égalité pour les enfants. Alors pourquoi? C'est quoi l'égalité pour ces enfants issus de GPA? Eh bien, il nous est dit qu'ils auront tous une identité. Une fois retournés en France, quand leurs parents seront inséminés, quand la mère portera l'enfant, à la naissance, l'enfant a l'identité française. Au nom de l'égalité des droits, le syndicat s'est déjà prononcé depuis de nombreuses années en faveur du bénéfice de l'assistance médicalisée à la procréation pour tous. De la même façon, au nom de cette égalité des droits pour les enfants, il s'est prononcé en faveur de la transcription des actes étrangers pour les enfants nés d'une GPA, des actes en France pour les enfants nés d'une GPA à l'étranger. Ici, ils auront une égalité des droits. Mais ça veut dire quoi? J'aime bien la formule égalité des droits, mais concrètement sur le terrain, imaginez, hein, en maternelle, et puis après, un enfant qui dira non, moi, mon père, ma mère, enfin, non, excusez-moi, enfin, celui qui fait office de mère, qui est mon père en fait, enfin, non, pardon, qui est mon parent 1, enfin, le parent 1 c'est le père ou la mère, c'est le père ou les deux femmes qui sont. Alors, qui sera parent 1, parent 2? Alors, excusez-moi, non, c'est l'autorisation de sortie, elle m'a été signée par mon parent 1, qui en fait n'est pas mon parent 2. Alors, ce qui distingue le parent 1 du parent 2, je sais pas, c'est leur prénom, c'est Jean-Pierre et Marc, mes deux parents, donc, je sais pas, en fait, Jean-Pierre a décidé que c'est le parent 1, et Marc a décidé que c'était le parent 2. Donc, c'est le parent 1, non, le parent 2, pardon, enfin bon, imaginez le regard des autres qui ont un père et une mère de base, en train d'assister à ce type de discours, même avec moins d'embrouille, qui va dire, moi j'ai... Que font vos parents? Mon père il est dentiste et mon autre parent, elle, non pas elle, il. Votre père, non, ma mère... Vous croyez franchement que ces gens-là ne seront pas regardés, j'espère pas moqués, mais en tous les cas regardés de façon... Vous croyez qu'ils vont être à l'aise dans leur basket, qu'ils vont se sentir normal, quoi. C'est rien, c'est un détail. Vous pensez que c'est la même chose que la différence qui est entre les êtres humains et dire j'ai été adopté et acheté par deux hommes qui sont mes parents? C'est la même chose que d'acheter une basket blanche et une basket verte? C'est la même chose que de dire j'ai un parent, je sais pas moi, africain et puis un parent espagnol? C'est pareil? Non, vous sentez bien que c'est pas pareil. On parle pas de la même chose. C'est pas une question de tolérance. C'est pas... Là, c'est au-delà. Je ne nomme pas ce que c'est. C'est juste au-delà. C'est autre chose. Mettez-vous à la place de cette personne et imaginez. Imaginez. Non, ma mère est... Non, j'ai pas de mère, j'ai deux pères, en fait. Vous croyez qu'avec le temps, les gens vont dire « Ah, on est habitué ». Je vous laisse répondre. Hein. Je vois pas où est l'égalité. Ces enfants vont être mal dans leur basket tout seuls, hein, déjà. Sans discrimination, tout seul, ça va déjà pas être bon. Ils vont dire à leur père « Mais pourquoi j'ai pas de mère ?» Ou à leur mère « Pourquoi j'ai pas de père? De quel droit, quoi ?» Je suis pas un business, je suis pas un truc qu'on achète. Vous imaginez l'adolescence révoltée, mal dans ses baskets, que ça va être? Enfin, c'est une évidence. Sans discrimination, c'est une évidence. Alors, on nous parle de débat dans ce colloque. Quel débat? C'était à huis clos, on était 20 à tout casser, dans une petite salle confinée. Tout le monde était d'accord, il y avait un consensus, et on parle de débat passionnel. Et qu'ils espéraient être moins passionnels que certains, et qui ont fait plus de bruit qu'autre chose, qui se sont cru autorisés à museler le débat. Alors, je pense que c'est certains qui ont fait du bruit. J'imagine qu'il parle de la Manif pour tous, qui a élevé une énorme opposition à ces projets. Bonjour à tous. Je m'appelle Benoît Talleux, j'ai 17 ans et je suis né au Vietnam où j'ai été adopté bébé. Mes parents ont adopté 7 enfants dont je suis l'aîné. Je me suis engagé dans la lutte contre le mariage pour tous avec l'association Les Adoptés parce que j'en ai assez qu'on parle d'adoption comme si les premiers concernés, ça n'était pas nous, les enfants adoptés.
dans les orphelinats, quand on demande aux enfants ce qu'ils veulent, ce qu'ils vous répondront, ça sera un papa et une maman. Ce sont les premiers mots que prononce un enfant. Et l'adoption, c'est ce qui permet à un enfant qui n'a pas de parents de pouvoir mettre un visage sur le mot papa, maman. L'orphelin, il rêve de ses futurs parents, il les imagine, il les désire du plus profond de son être. Le désir d'avoir un père et une mère d'un orphelin doit être écouté en priorité. Il faut arrêter d'inverser les choses. Dans l'adoption, l'enfant a besoin d'un papa et d'une maman. Les parents, eux, ont envie d'un enfant. Qu'y a-t-il de plus important entre une envie et un besoin? Je vous le demande. Adopter, c'est offrir un papa et une maman à un enfant qui n'en a plus. Nous ne sommes pas un dû, pas plus que nous sommes un droit. C'est violent de parler d'un enfant comme s'il était un droit. Et ça n'est pas en donnant ce droit aux personnes de même sexe à adopter que vous nous retirerez ce besoin. Qui n'était pas le sujet du colloque, je vous le rappelle, hein, mais on n'a parlé que de ça. Personnellement, au début, moi, j'étais un peu extérieure à ce mouvement et au camp adverse, parce que je me suis dit, oula, ça me paraissait beaucoup trop bruyant et bizarre et unilatéral pour être sincère. Et moi, ce qui m'a fait vraiment ouvrir les yeux et faire une mutation quantique, c'est de voir, c'était en 2013 je crois, que ce fameux mouvement, la Manif pour tous, avait opposé, je crois, 700 000 pétitions contre le mariage pour tous, et que la loi a toujours stipulé au Conseil constitutionnel que au-delà de 500 000 signatures, à partir de 500 000 signatures, on estime que le Conseil constitutionnel ne doit pas voter une loi, parce qu'il y a une opposition donc majeure. Là, ils avaient dépassé donc de 200 000 voix les 500 000 réglementaires, le seuil. Non seulement la loi n'a pas été abrogée mais votée, mais en plus, ça c'est officiel, je me souviens que ces 700 000 pétitions sont parties à la poubelle. Ici, c'est la manif pour tous. Il n'y a plus ce soir ni gauche ni droite. La manif de tous les citoyens qui veulent défendre les plus faibles. Tous les homosexuels ne sont pas pour ce projet de loi. Jusqu'à maintenant, nous tous, nous sommes issus tous d'un homme et d'une femme. Et ce repère de la filiation extrêmement précieux, nous voulons qu'il soit transmis aux générations futures. C'est un souhait du gouvernement, évidemment, d'adopter cette ouverture de la procréation médicalement assistée. Ce test ne donne pas une liberté supplémentaire, il fragilise. Nous ne voulons pas que l'on sacrifie notre identité à la mode du moment. On nous dit que les mœurs évoluent, que la société change, mais nos besoins à nous, petits enfants de l'orphelinat, ne changent pas. Je serai le président de tous. Président de la République, de la démocratie participative. Vous pouvez ignorer cette foule qui se lève contre le projet de loi instaurant une nouvelle filiation. Homme issu d'un peuple opprimé, réduit à l'esclavage, où le mariage était interdit et fut une conquête de la liberté, j'affirme le droit à l'égalité dans la différence et non dans le même, le semblable, l'unique. Je ne sais pas si les Français qui étaient contre ou peu importe, hein, ou pour, peu importe, ont entendu, mémorisé, réalisé, au nom de la démocratie, que 700 000 refus, par voie réglementaire, pétition, ont été mis à la poubelle. Je ne sais pas si les Français réalisent que les médias leur avaient dit que les manifestants étaient beaucoup moins nombreux que ce qu'ils prétendaient être. La Manif pour tous prétendait être 1 900 000 c'était au mois de mai, je crois, 2013 ou 2012, j'ai un doute maintenant, non, 2013, au mois de mai. Et la DCRI avait compté 1 900 000, on l'a su bien après.
Et d'après la gendarmerie, à qui on a demandé de récupérer les boîtes noires et de baisser le chiffre à bien en dessous du seuil d'1 million, donc c'est quand même énorme comme réduction de manifestants, a trafiqué les chiffres, et ça s'est su sur Internet, où une vidéo exprime, je crois que c'est un journaliste qui exprime, que les vidéos ont été trafiquées. Et effectivement, on le voit de façon énorme, c'est ça qui m'a quand même étonné, c'est quand même très amateur. Tous les manifestants se trouvaient autour de la place de l'Étoile, et notamment avenue Carnot, il y a, autour de toutes ces avenues d'ailleurs, beaucoup d'arbres. Et on voyait des tas de portions de trottoirs vides, sans manifestants aucun, alors qu'on sait qu'en temps de manifestation, il y a beaucoup de manifestants partout, y compris sur les trottoirs, et les arbres avaient été supprimés sur la vidéo. Donc ça veut dire que si les arbres habituels de l'avenue qui y sont encore n'y sont plus, c'est que les manifestants qui étaient aussi sur les trottoirs étaient supprimés. Voilà, moi je prends juste ces deux faits-là. Donc ces vidéos trafiquées sans arbres autour de l'Étoile, avec 100 manifestants sur les trottoirs, avec des centaines de milliers de pétitions jetées à la poubelle, où la loi a été passée en force, déjà, moi je me dis, il y a un problème. Au nom de la démocratie, des mesures absolument antidémocratiques sont en train de passer depuis 2013. Alors, l'horreur dans ces débats, et je reviens au syndicat de la magistrature en novembre 2014, c'est que ce sont des gens haut placés, agrégés, magistrats, juges, profs de fac, des gens brillants, d'accord, qui ont des diplômes que le peuple français, en moyenne, n'a pas, qui leur donnent le droit verbal de dire « on sait de quoi on cause ». Vous la fermez, vous ne comprenez pas. Et ce que nous souhaitons, nous, avant tout, c'est justement que le débat ait lieu, qu'il puisse être passionné, c'est normal, compte tenu de ce qu'il contient en soi comme sujet, mais il est important que sur des sujets aussi sensibles, aussi complexes, on ne s'en tienne pas à des pétitions de principe. Et ils parlaient bien. Je vous assure que leur rhétorique n'était pas facile à suivre, et Dieu sait si j'ai préparé l'agrégation moi-même pendant des années, donc je sais ce que c'est que le langage de l'agrégation. Je l'ai préparé longtemps, à l'écrit, à l'oral, je sais ce que c'est. C'est un langage qui est quand même assez conceptuel. Ils parlaient très bien, mais j'ai tout à fait compris de quoi ils retournent. Je demande combien de gens dans la salle, qui n'ont pas du tout ces diplômes, le public, ont compris ce dont il s'agissait. Et leur rhétorique leur a accordé le privilège, dans leur discours que vous allez entendre, du souci de la complexité des choses que nous, les détracteurs, les éventuels détracteurs, n'avons pas compris. Nous sommes les bourrins. Eux s'attribuent, avec leur langage manipulé, l'intelligence, le sens de la complexité, et ils s'opposent aux pétitions de principe, qui sont tous leurs détracteurs, qui ont des principes à la con, qui sont, vous allez le voir vous-même, ce qu'on appelle bêtement le bon sens. Le bon sens n'existe pas. Je leur ai demandé à la fin de la conférence, excusez-moi, est-ce que vous auriez une définition du bon sens? On m'a répondu, mais c'est rien le bon sens, ça n'existe pas. J'ai comment? On m'a dit non, ça n'existe pas, c'est une catégorie vide. C'est une catégorie juridique qui n'existe pas. Il n'y a pas de catégorie juridique du bon sens. Donc comme il n'y a pas de loi sur le bon sens, comme la loi n'a pas prévu ce que doit être le bon sens, on ne tient pas compte du bon sens, il n'y en a pas. Là, on est quand même dans un niveau, c'est X-Files, on est en dehors du réel. D'accord? Et ce sont des gens comme ça, donc, je traduis, déconnectés du réel qui votent les lois actuelles. Car ce qui est en cause aujourd'hui, dans ces différents sujets, c'est le rapport de la personne à son corps, à sa vie, dans sa dimension la plus intime. La liberté qui est ici invoquée ou qui est contestée, c'est la liberté de disposer de son corps, de son ventre, de son sexe, de sa vie. Elle ne porte pas préjudice à autrui, alors on peut s'interroger, est-ce qu'il doit prévoir, est-ce qu'il doit y avoir une régulation étatique sur ces questions? Doit-on protéger l'individu contre lui-même ou aussi contre ceux qui pourraient l'exploiter parce qu'on ne peut pas éluder
le fait que dans notre société, les rapports de domination sont présents. Mais dans ce cas-là, que devient la liberté individuelle de chacun, qui se trouve prise entre la répression au nom d'une certaine conception de l'ordre public et une certaine régulation paternaliste au nom de la protection des plus vulnérables? Il s'agit en fait d'évincer tout principe au profit du rapport de chacun à son corps et à sa vie. Donc ici, le rapport à son corps et le rapport à sa vie est une question intime. C'est une question d'intimité qui ne regarde que chacun. Et vouloir protéger les plus vulnérables d'eux-mêmes, d'un malaise psychique, une prostituée, d'un maquereau par exemple, les protéger de ça, c'est du paternalisme. Je traduis, c'est prendre les autres pour des cons. Vouloir protéger les plus vulnérables, ça n'est pas de la générosité pour cette élite dirigeante, c'est prendre les gens pour des cons. Autrement dit, la charité, c'est de la connerie. Il faut laisser les gens crever, ça c'est les honorer, c'est avoir confiance en leur force personnelle. Par contre, vous aidez les plus vulnérables, parfois on protège les gens contre eux-mêmes quand ils n'ont plus toute leur raison. De tout temps on a fait ça, non, maintenant c'est fini. Non, maintenant vous les prenez pour des cons, vous êtes condescendants et vous êtes en train de les dominer. Je traduis donc ici les principes, ce qu'on appelait les principes jusqu'à il y a un an, c'est, écoutez-le. Les nobles principes qui sont invoqués, je le dis sans aucune ironie, de respect de la dignité de la personne et de non-patrimonialité du corps, ne servent-ils pas en fait d'alibi, pour certains, à un nouvel ordre moral qui chercherait à s'imposer et qui voudrait interdire le débat et la délibération démocratique sur ces sujets? Les nobles principes, donc, seraient une sorte d'alibi sur ces sujets. En tout cas, les nobles principes, ce qu'on appelle la morale commune, hein, sans parler de l'Église pour autant, la morale commune, c'est une pure hypocrisie. Voilà, c'est l'hypocrisie. Donc là, on est dans l'introduction. Hein. On est censé débattre et être dans l'introduction du colloque. Tout est dit. Là, c'est la conclusion en fait. La messe est dite. Elle réunit donc des philosophes, des sociologues, des professeurs de droit, des juristes, des anthropologues, quelques rares personnalités politiques, des médecins, et est-il stipulé, regardez sur le dépliant, des représentants d'associations. On ne vous dit pas laquelle. Elle est tout sauf neutre. Il s'agissait d'un représentant, Thomas Linard, de la LGBT, donc de ceux qui promeuvent le mariage pour tous depuis 2 ans. Donc, où est le débat si les dés sont pipés d'avant? C'est que tous défendent la même idéologie. D'accord? Alors, on va voir la suite des événements. Donc, on a compris ici que la confusion que je voudrais éclaircir ici, de la part de nos dirigeants ce jour-là, ils ne sont pas connus ceux-là, vous ne les verrez pas à la télévision, pas tellement, enfin, ce n'est pas eux qui sont à l'Élysée, mais ce sont eux qui font voter les lois. C'est eux qu'on charge de les voter. C'est le pouvoir exécutif qui a plus de pouvoir actuellement que le pouvoir législatif. Il n'y a même plus de distinction entre les deux d'ailleurs, ce qui remet en cause déjà le principe même de démocratie. Alors ce pouvoir exécutif, donc syndicat de la magistrature, confond allègrement la liberté et le libre arbitre. D'accord ? Que dit le dictionnaire? La liberté, c'est l'état d'une personne qui n'est pas soumise à la servitude. Jusque-là, il n'y a pas de problème, on est tous d'accord. C'est l'état d'un être qui n'est pas retenu prisonnier. D'accord? Donc ici, on parle d'une liberté, effectivement, de mouvement, entre autres, mais pourtant, c'est pas seulement ça la liberté, c'est pas seulement le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est, je cite le dictionnaire Le Larousse, qui n'éprouve pas de gêne dans ses relations avec autrui. Autre définition, qui ne respecte pas la décence. Intéressant. Qui ne respecte pas les convenances. Qui ne comporte pas d'obstacles, de contraintes. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous confondez le libre arbitre et la liberté, ça veut dire qu'au nom du refus de la moindre contrainte, le n'importe quoi est autorisé. Le chaos est autorisé
et il est tellement autorisé qu'il n'existe pas. Si le libre arbitre est promu à la place de la liberté, comme le fait le syndicat de la magistrature, alors je peux tuer mon voisin. Si sa tête ne me revient pas, s'il fait du bruit, par exemple, je peux le tuer au nom de mon libre arbitre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il a été dit plus haut, dans ce colloque, on en a parlé, qu'il n'y a pas de pétition de principe qui tienne. Il faut ouvrir le débat. Il n'y a pas de principe qui interdit certaines choses. Alors, excusez-moi du peu, mais il y a déjà longtemps, au XVIIe siècle, il y a un philosophe qui s'appelle Spinoza qui avait défini ce qu'est la liberté. Et il a défini dans le livre qui s'appelle Éthique, la liberté comme nécessité comprise. Hein? C'est-à-dire que la liberté n'est pas l'illusion de la pierre qui tombe et qui croit qu'elle est libre parce qu'elle tombe dans l'espace, quand on la lâche dans le vide. Elle ne sait pas, la pierre, dit Spinoza, qu'en fait elle est régie par la loi de la gravitation universelle, qui attire les corps du haut vers le bas. D'accord? Et la pierre, elle est dans l'illusion, c'est une image qu'il prend bien sûr, d'être libre, parce qu'elle tombe, donc elle croit qu'elle a décidé de tomber. En fait, elle est régie par une loi physique et la loi de la gravitation universelle. Et bien le syndicat de la magistrature est en train de nous faire le même scénario, en disant nous sommes les pierres de Spinoza, mais non, 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 on est libre. C'est nous qui décidons de chuter dans le vide vers le sol. Non, c'est pas la loi de la gravitation universelle, c'est nous qui décidons. Non mais, c'est aberrant. Ici, Spinoza va plus loin et dit que, je vais le citer, pour Spinoza, est libre la chose qui existe d'après la seule nécessité de sa nature et qui est déterminée par soi seul à agir. Donc, la liberté, c'est de comprendre qu'il y a une nature qui déjà nous a fait tel qu'on est. C'est-à-dire une espèce de conditionnement relatif. Attention, quand je dis conditionnement qui nous a fait tel qu'on est, je ne parle pas d'idées qu'on reçoit dans l'éducation. Je parle du fait d'être une fille et non pas un garçon. D'être un garçon et non pas une fille. D'avoir des cheveux, je veux dire, plutôt que pas. D'avoir un nez plutôt que pas de nez. D'être de taille petite plutôt que grand. D'être très grand plutôt que petit. Ces choses-là, vous voyez ? D'avoir des yeux bleus plutôt que noirs, d'avoir des yeux noirs plutôt que verts. C'est la nature qui nous a déterminés comme ça. Nos parents n'ont pas choisi non plus, nous non plus, voilà. On est né à telle date, à telle époque, tel mois, telle année, tel siècle, on ne le choisit pas. C'est ce qu'on appelle la nature, c'est-à-dire tout ce qui nous préexiste. Et le syndicat de la magistrature et cette idéologie qui en ce moment veut refonder l'être humain et la civilisation sont en train de nous dire, sans le dire, d'où l'hypocrisie, que c'est nous qui décidons de tout. Nous sommes nos propres auteurs, la nature, en fait, n'existe pas, c'est nous qui décidons de ce que la nature doit être. Mais c'est oublier que la nature nous a préexisté. On est né de la nature, en passant par 2 corps biologiques. On est issu de la nature, on ne la fabrique pas. On peut la corriger par-ci, par-là. Mais là, je ne parle pas de ça. Je parle d'une nature qui sont en train de vouloir relooker de A à Z. Comme dans une machine, des utérus artificiels et autres. Certains scientifiques y travaillent d'ailleurs. Donc là, c'est le savant fou qui veut tout recréer. Donc là, la liberté de l'adulte, la liberté mature, c'est celle qui assume et qui accepte une contrainte comme le sexe dans lequel on est, comme étant quelque chose qu'on a à assumer. Quelque chose qu'on doit apprendre à bien vivre si ce n'est pas naturellement bien vécu. C'est ça le vrai progrès. C'est de comprendre pourquoi je vis mal, si c'est le cas, le sexe dans lequel je suis. Pour ceux qui veulent changer de sexe, nous raconte-t-on. Ils ont le droit d'être mal dans leur peau, bien sûr, ils ne le décident pas. Il faut les aider. Les aider. C'est-à-dire les aider à comprendre pourquoi ils le vivent mal. Et un travail sur eux les ferait peut-être découvrir qu'ils haïssent le parent du même sexe qu'eux, pour une raison X, pour une raison Y, différente selon les cas, qu'on leur a enseigné peut-être leur façon d'investir leur sexe de façon peut-être caricaturale, peut-être brimée, peut-être de façon autoritaire, de façon dévalorisante. Vous voyez, c'est possible. Mais c'est un problème d'éducation. C'est un problème mental qu'on a ingéré comme naturel ensuite peut-être. C'est une éducation qui est à revoir. Des parents à qui il faut s'opposer. Si on est déjà grand, eh ben, c'est des conflits qu'il faut dénouer avec un psychiatre, avec un thérapeute, avec un psychothérapeute, avec qui on veut. Mais il faut comprendre, en personne libre,
en quoi ce problème n'est pas biologique, comme un animal qui serait dressé, le chien de Pavlov, mais comme un être humain qui peut comprendre ce qui lui arrive et remédier à ce mal-être. Et non pas démissionner en changeant de sexe, en se charcutant. C'est comme si je disais, bah, écoutez, moi je suis pour la liberté, les gens qui sont mal dans leur peau, il faut les flinguer. Parce qu'il faut se mettre à leur place, ils sont mal dans leur peau. J'exagère en degrés le raisonnement, mais c'est le même. La vraie aide, c'est de dire, tu es libre, tu vas aller mieux, on va t'aider à comprendre pourquoi tu vas mal. Et après ce travail sur soi, long, court, bref, moyen terme, on ne sait pas, eh bien la personne va découvrir, va comprendre pourquoi il est mal dans ce sexe, et comprendre que le problème, c'est son éducation et pas sa nature. C'est ça, la confusion atroce qui est faite en ce moment. Et je ne saurais que trop vous recommander un ouvrage, par exemple, qui est très bien expliqué sur tous les domaines, pas seulement sur le thème que j'ai commenté aujourd'hui, de Jean-Luc Berlet, qui s'appelle « Le complexe de Dieu, la révolte métaphysique en Occident ». Il était paru chez Imago Exergue. La collection n'existe plus, mais si vous mettez un lien sous cette vidéo, puisque je connais cet auteur, c'est un ami d'ailleurs, je peux très bien lui commander cet ouvrage et vous le faire parvenir. Dans cet ouvrage, voilà ce qu'il explique, ce sera ma conclusion de cette vidéo. Depuis l'humanisme du XVIe siècle, la pensée athée n'a cessé de tendre vers cette idée que l'homme doit rejeter son statut de créature pour procéder à son auto-divinisation. Obsédé par le désir de renverser le Dieu tyrannique de sa tradition monothéiste, l'homme moderne ne célèbre sa mort que pour mieux s'élever sur son trône vacant. Cette pulsion obsède et tourmente l'Occident et elle constitue le complexe de Dieu. Aujourd'hui, l'aspiration de l'homme à la maîtrise totale du monde et à l'absolutisation de ses désirs s'incarne principalement dans la saturation technologique et dans l'omnipotence de l'argent. Mais paradoxalement, c'est là aussi que, tel le monstre de Frankenstein, le rêve de divinisation de l'homme lui échappe en lui confisquant sa liberté et sa créativité. Et l'auteur montre très bien dans ce livre que je vous conseille de lire en quoi il s'agit d'une révolte destructrice qui s'inspire de Lucifer. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, une confusion apparemment actuelle entre ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on appelle Lucifer. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à mettre vos commentaires ou vos demandes ou vos questions sous cette vidéo. Je ferai avec plaisir des vidéos pour répondre à vos questions. À très bientôt, au revoir.